Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Aucun contenu ne vise à attirer, représenter ou exploiter des mineurs de manière inappropriée. Toute ressemblance avec des faits ou des personnes réelles serait purement fortuite. Regardez cette reine. Regardez sa rage. Chaque coup de canne est puisé dans un puits de haine venimeuse et pure. Elle croit punir une servante insolente, un obstacle au destin de sa fille. Elle ignore qu'à chaque coup de fouet, elle frappe sa propre chair et son propre sang. Ce n'est pas seulement une histoire de cruauté. C'est une histoire de secrets enfouis si profondément qu'ils sont devenus des fantômes en temps le présent. Voici comment tout a commencé. Amaka marchait sur le sentier du village, une douleur de lassitude nichée dans ses os. Le pot d'eau en équilibre sur sa tête était vide, mais son poids n'était rien comparé au regard. « La voilà !» siffla une voix. L'enfant de la rivière, Amaka, gardait les yeux fixés devant elle, mais elle les voyait. Elle les voyait toujours. Ces femmes au puits qui se taisaient à son approche, serrant leurs enfants contre elle. Ces vieillards secouant la tête, non par pitié, mais avec une satisfaction sinistre. L'histoire était simple, et le village chérissait les histoires simples. Il y a 5 ans, la rivière avait emporté ses parents parce qu'ils avaient sauté pour la sauver. Leur amour avait causé leur perte, et Amaka, qui avait survécu, en était la preuve vivante. Sa hutte se dressait à la lisière effilochée du village. La nuit, le vent sifflait à travers les fentes des murs, et la solitude était un frisson physique, une seconde peau dont elle ne pouvait se défaire. Un jour, elle rencontra un jeune homme, Jadena. Il n'était pas de son village. Il ne connaissait pas l'histoire. « Un cadeau !» dit-il d'une voix douce. Dans sa paume reposait une mangue dorée, à la peau parfaite et sans meurtrissure. Elle la fixa, puis le fixa, lui. Ses yeux ne contenaient aucune accusation, seulement une curiosité tranquille qui ressemblait à la lumière du soleil sur un lac gelé. Il revint le lendemain, puis le suivant. Il apporta des ignames, raconta des histoires du vaste monde et l'écouta parler de petites choses insignifiantes comme si elles étaient profondes. Son attention était une forme de chaleur dont elle avait oublié l'existence. Elle fit fondre l'espace froid et vide dans sa poitrine. Pendant un temps, le vide fut comblé. Il se remplit du son de son rire, du contact secret de sa main au crépuscule, de promesses murmurées contre ses cheveux. Elle s'épanouit dans ce jardin secret et fragile. Les nausées matinales arrivèrent d'abord, puis ce gonflement doux et impossible. Son cœur se déploya dans une joie sauvage et pleine d'espoir. Elle trouva Jadena en train de réparer un filet au bord de la rivière. « Jadena !» dit-elle, son sourire éclatant. « Je porte notre enfant. » L'homme qu'elle aimait leva les yeux. Son regard voyagea de son visage à son ventre, et la chaleur en lui s'éteignit, soufflée comme une bougie par un vent soudain. Son expression ne se mua pas en colère, mais en quelque chose de plus froid. Le mépris. « Notre enfant !» Les mots étaient des pierres plates tombées dans la boue. « Tu crois que je suis prêt pour ça? Ce n'est peut-être même pas le mien, alors s'il te plaît, ne m'ennuie pas avec ça. » Il ramassa son filet. Il s'en alla. Il ne se retourna pas. Pour Amaka, le monde ne tourna plus. Il durcit, se changeant en pierre autour d'elle. Le vide dans sa poitrine était de retour, plus large cette fois. Les mois suivants ne furent qu'un flou de faim broyante. Elle mangea des baies sauvages qui lui aigrirent l'estomac. Elle mâcha des racines dures jusqu'à ce que ses mâchoires lui fassent mal. Le bébé donnait des coups, un battement frénétique qui ressemblait à un oiseau piégé, et Amaka murmurait « J'essaie. J'essaie. » Les douleurs l'arrachèrent au sommeil par une nuit épaisse d'humidité. Elle rampa, puis tituba jusqu'à la hutte de Mama Afet, la sage-femme qui ne posait pas de questions. Le travail fut long et très douloureux. À la fin, dans l'aube fumante, un petit corps glissant fut placé sur sa poitrine. C'était son bébé, une petite fille. Son cri était un gémissement grêle et ténu. Le lendemain, le corps d'Amaka n'avait plus assez à donner. Son lait, quand il vint, était rare et aqueux. Les cris du bébé passèrent rapidement de la protestation au son brut et râpeux d'un besoin pur. C'était un son qui remplissait la hutte, qui lui perforait le crâne, qui résonnait dans le vide jusqu'à devenir la seule chose existant dans l'univers. Au 3e jour, le cri devint un hurlement incessant et perçant. Amaka la berça, elle supplia. Elle offrit son sein tari encore et encore. Le petit visage était crispé, rouge, désespéré. Un calme terrible s'installa sur Amaka. Elle bougea lentement, avec précision. Elle lava le bébé avec le reste de son d'eau propre.
Elle l'enveloppa dans son dernier morceau de tissu doux, un ancura délavé qui avait appartenu à sa mère. Elle ne s'autorisa pas à regarder trop longtemps ce visage parfait, cette petite main en forme d'étoile de mer. Elle dépassa la dernière hutte, les tranchées des latrines, jusqu'à l'endroit où les terres cultivées cédaient la place au silence vert et murmurant de la forêt. Elle choisit un endroit où le soleil du matin tachetait les feuilles, sur un lit de mousse moelleuse. Elle s'agenouilla, posa délicatement le paquet et déposa sur le petit front un baiser si léger qu'il n'était qu'un souffle. Puis elle se retira, se précipitant dans un fourré de hautes herbes à éléphants. Elle s'accroupit, les mains enfoncées dans la bouche pour faire taire sa propre respiration. Les cris continuèrent. Ils faiblissaient, mais ils continuaient. Chacun d'eux était un crochet dans la chair d'Amaka, la tirant vers l'avant. Elle planta ses doigts dans la terre pour s'ancrer au sol. Un bruissement. Des pas. Une vieille femme apparut sur le sentier, un bâton de marche à la main, un fagot de bois sur le dos. Elle s'arrêta. Elle pencha la tête, écoutant. Ses yeux, perçants comme ceux d'un oiseau, trouvèrent le paquet sur la mousse. Elle s'approcha lentement. Elle regarda en bas. Un long soupir lui échappa, un son qui portait le poids de toutes les tristesses du monde. Elle se pencha, ses os craquant, et recueillit le bébé dans ses bras. Elle le berça en chuchotant doucement. Les pleurs s'arrêtèrent dans un frisson. La vieille femme regarda autour d'elle, son regard balayant la lisière des arbres. Il passa sur les herbes tremblantes où Amaka se cachait. Ne voyant personne, elle hocha la tête une fois, un geste de compréhension résigné. Elle cala le bébé en sécurité au creux de son bras, ramassa son bâton et fit demi-tour, marchant d'un pas rassuré sur le sentier de la forêt jusqu'à ce que les ombres l'engloutissent tout entière. Puis, le silence. Amaka se leva. Ses jambes étaient faibles. Elle ne regarda pas vers la mousse. Elle se détourna et traîna les pieds vers le village, les bras ballants et vides. Le creux en elle n'était plus seulement vide. Il était désormais rempli d'un chagrin pur, la décapant de l'intérieur. Les saisons tournèrent. Les pluies vinrent et repartirent, lavant le village, mais jamais la souillure sur le nom d'Amaka. Elle devint un fantôme dans sa propre vie, une silhouette silencieuse cherchant à la lisière de la forêt des champignons et des feuilles amères. Ses yeux gardaient le vide du ciel après la tempête. Un matin, alors qu'elle portait un panier de champignons lignicoles en équilibre sur la tête, elle entendit un son qui n'appartenait pas à la forêt, un gémissement de douleur étouffée, suivi d'un bruissement frénétique de feuilles. Là, au pied d'un grand arbre, gisait un homme. Sa tunique de lin fin était déchirée et boueuse, sa jambe tordue selon un angle cruel. Une profonde entaille sur son front laissait couler du sang dans son œil. Mais même dans son agonie, sa prestance parlait d'un monde bien loin du village. Des bracelets d'or encerclaient ses poignets, et le pommeau de son poignard était sculpté dans l'ivoire. Amaka se figea. Aider un étranger, c'était s'attirer des ennuis. Toucher un homme d'un rang social évident pouvait apporter pire encore. Ses yeux s'entr'ouvrirent et rencontrèrent les siens. Ils n'étaient pas troublés par la douleur, mais clairs et vifs comme la rivière à la saison sèche. Elle n'y vit aucun jugement, seulement un plaidoyer silencieux et provocateur. Il se battait pour rester conscient, pour sa vie. Ses propres souvenirs remontèrent sans crier gare. La main de son père tentant de l'attraper dans les eaux tumultueuses. L'amour désespéré qui l'avait condamné. Ce n'était pas de l'amour, mais c'était une vie. Ces mains maudites, disait le village, apportent la mort. Qu'elles apportent la vie, dit alors une voix féroce et silencieuse en elle. Elle bougea. Elle déchira une bande de son propre pagne usé pour étancher le sang sur sa tête. Elle alla chercher de l'eau dans une large feuille d'un ruisseau voisin, la versant goutte à goutte sur ses lèvres. Elle trouva des branches droites et, de ses mains qui ne tremblaient pas, immobilisa sa jambe brisée en utilisant des lianes pour les lier fermement. Il la regardait travailler, la mâchoire contractée contre la douleur, son regard ne quittant jamais son visage. Quand il eut retrouvé assez de force pour parler, sa voix fut ferme. « Tu as des mains de guérisseuse. » Elle ne dit rien. Elle l'aida à s'asseoir, soutint son poids alors qu'il tentait de se lever. Le voyage de retour depuis la forêt fut long et lent, une procession silencieuse et trébuchante. Elle ne l'emmena pas au village, où les questions auraient pullulé comme des mouches. Elle l'emmena dans son humble hutte. Pendant 3 jours, elle le soigna. Elle appliqua des cataplasmes d'herbes broyées. Elle partagea sa maigre bouillie. Ils parlaient peu, mais dans le silence, une reconnaissance s'établit entre eux. 2 âmes échouées, l'une par la naissance et le mépris, l'autre par la malchance. Le 4e jour, un détachement de gardes royaux,
le visage marqué par la terreur, trouva la hutte. Ils tombèrent à genoux à la vue de l'homme. « Prince Shijindu !» s'écria leur capitaine. « Nous vous avons cherché jour et nuit. » Le prince, car c'était lui, second fils de Lobi du grand royaume, leva la main pour réclamer le silence. Ses yeux trouvèrent Amaka, qui se tenait figée dans un coin, le cœur battant à tout rompre. Il ne voyait pas l'orpheline maudite, mais la femme qui avait affronté son sang et sa douleur sans fléchir. Il se tourna vers ses gardes. Cette femme m'a arraché aux mâchoires de la forêt. Ma vie lui appartient par droit de sauvetage et de grâce. Il regarda à nouveau Amaka, et son regard était une promesse. Dans le palais de mon père, une dette de vie ne se paie pas avec des pièces. Elle s'honore. Tu viendras avec moi. Le village regarda, bouche bée, la jeune fille méprisée s'éloigner derrière la suite du prince. Ils appelèrent cela une autre malédiction, un ultime tourment de son destin. Mais au palais, une autre histoire s'écrivait. Le prince parlait de courage, de mains habiles, d'une force tranquille qui avait préservé sa vie. Avec le temps, la gratitude se mua en une affection sincère et profonde. Il voyait la femme, pas l'ombre qui s'agrippait à elle. Ainsi, devant la cour royale et les yeux effarés de son ancien monde, Amaka l'orpheline fut unie au prince Shijindu. Quand le vieil Obi rejoignit ses ancêtres et que Shijindu monta sur le trône, celle qu'on disait maudite par la rivière fut couronnée reine. Elle porta les perles de corail et l'or. Elle apprit les usages de la cour. Elle donna au nouveau roi une enfant radieuse qu'ils nommèrent Adora, la fille de tout. Amaka l'aimait d'un amour féroce, aveuglant, un amour qui cherchait à combler chaque recoin sombre de son cœur. Elle enterra la partie de sa mémoire où existait sa première fille, abandonnée dans la forêt. La princesse Adora s'épanouit comme une fleur de soie dans l'enceinte royale, nourrie par le soleil indéfectible de l'amour de ses parents. Elle avait les yeux vifs de sa mère et le rire facile de son père, et elle portait ses privilèges aussi légèrement que le coton fin de ses robes. À ses 16 ans, elle était le joyau incontesté du palais. Son monde était une orbite prévisible de tuteurs, de prétendants admiratifs et de douce indulgence. Un jour, une jeune servante vint travailler au palais. Elle s'appelait Ojeki. Elle venait d'un village lointain et humble pour servir la maison royale. Dès le premier jour, elle fut différente. Alors que les autres servantes gardaient les yeux baissés, le regard d'Ojeki était direct et intelligent, captant la géométrie des cours du palais, les motifs des sculptures murales. Ses mains, qui maîtrisèrent promptement les tâches de nettoyage et de service, étaient aussi habiles pour repriser et tresser les cheveux selon de nouveaux styles complexes. Mais c'est son visage qui devint une perturbation silencieuse. C'était un visage d'une beauté harmonieuse, d'une force calme, avec un sourire qui semblait détenir une compréhension secrète du monde. Les jeunes hommes qui s'occupaient des écuries royales trouvaient des excuses pour passer près des pierres de lavage. Les cuisiniers l'adoraient et lui réservaient les meilleurs morceaux. Même le roi, lors de ses promenades, s'arrêtait pour lui demander son avis sur la santé des vergers du palais et écoutait vraiment ses réponses réfléchies. Adora en ressentit la première piqûre lors d'un festival. Elle avait dansé dans ses plus beaux atours, s'attendant aux murmures d'admiration habituels. Mais alors qu'elle s'arrêtait, le souffle court, elle vit un groupe de personnes qui ne la regardaient pas, mais riaient de quelque chose près des grenadiers. Il y avait la Ojeki, qui ne dansait pas, mais racontait une histoire, ses mains peignant des images dans l'air. La foule était captivée. Une graine froide, petite et dure, s'installa dans l'estomac d'Adora. Ce n'était pas de la haine, pas encore. C'était le choc d'une ombre tombant là où seul le soleil devrait être. La graine grandit à chaque petit instant. Ce nouveau style de foulard que portait Ojeki et que toutes les jeunes épouses se mirent soudain à copier. La façon dont le chiot lévrier préféré d'Adora trottait loin d'elle pour venir frotter son museau contre la main d'Ojeki. Le roi fit remarquer, cette servante a l'esprit plus vif sur la rotation des cultures que la moitié de mon conseil. Par un après-midi humide, le poison fleurit. Adora, frustrée par un collier emmêlé, convoqua Ojeki dans sa chambre. La servante travaillait avec dextérité, mais un nœud particulièrement têtu résistait. « Faut-il que tu sois si maladroite ?» lança Adora, la chaleur et sa propre frustration bouillonnante débordant enfin. « J'essaie, princesse, » répondit Ojeki, d'une voix basse et égale. « Tu essaies ? Tu me tires les cheveux avec tes mains rugueuses de villageoise. » Un éclair de quelque chose, non pas de la colère, mais une fierté blessée, traversa le visage d'Ojeki. « Mes mains ne sont pas plus rugueuses que les mains qui vous servent votre nourriture, princesse. » L'air dans la pièce se figea.
Une servante ne répliquait pas. L'ordre du monde bascula. Avant même d'y réfléchir, la main d'Adora, ornée d'or, partit et frappa violemment la joue d'Ojeki. Le son fut un craquement, comme du bois qui se fend. Un silence, épais et stupéfait, emplit l'espace entre elles. La tête d'Ojeki fut détournée par la force du coup. Lentement, elle porta une main à sa joue brûlante. Lorsqu'elle regarda à nouveau Adora, ses yeux ne contenaient aucune peur, seulement un feu profond et brûlant. D'injustice. Elle ne s'inclina pas. Elle ne pleura pas. Elle se redressa de toute sa hauteur. Avec une précision plus terrifiante que n'importe quelle rage sauvage, elle leva sa propre main et rendit une gifle cinglante. Ce n'était pas un coup plus fort que celui d'Adora, mais ce fut un coup de tonnerre. Ce fut un tremblement de terre. Une servante avait frappé la princesse. Le cri d'Adora déchira les couloirs du palais. « Mère! Mère !» La reine Amaka arriva comme une tempête, ses robes tourbillonnant. Elle embrassa la scène du regard, sa fille pleurant d'indignation et la servante se tenant droite, la joue brûlante, le défi brillant dans ses yeux embués de larmes. « Tu oses !» La voix d'Amaka était un fouet. Le souvenir de sa propre impuissance, de l'époque où elle était à la merci du mépris des autres, était enfoui si profondément qu'elle n'en reconnut pas l'écho. Tout ce qu'elle voyait était une menace pour son enfant, un assaut contre l'ordre parfait qu'elle avait bâti. Elle ne demanda pas d'explication. « Saisissez-la !» ordonna-t-elle aux gardes qui l'avaient suivie. Ils empoignèrent les bras d'Ojeki. Amaka prit la canne fine et flexible de l'ancien qui administrait la discipline du palais. Son premier coup fut pour l'insulte faite à sa fille. Le deuxième fut pour le chaos que cette fille avait semé. Le troisième, le quatrième et le cinquième étaient pour autre chose, une fureur profonde et irrationnelle que cette étrangère belle et fière avait réveillée dans un recoin d'Amaka qu'elle ne connaissait pas. À chaque coup, Ojeki tressaillait mais ne criait pas. Elle fixait un poing sur le mur opposé, la mâchoire serrée. Le seul bruit était le sifflement de la canne et les respirations saccadées et satisfaites d'Adora. Quand ce fut fini, Amaka jeta la canne de côté. « Lâchez-la !» Ojeki trébucha mais ne tomba pas. Elle rassembla les lambeaux de sa dignité. Sans un seul regard pour la reine ou la princesse, elle sortit d'un pas lent et douloureux, qui portait plus de fierté que n'importe quelle procession royale. À partir de ce jour, le cœur de la reine se changea en un nœud de haine pure envers la servante nommée Ojeki. C'était une racine sombre et assoiffée qui se nourrissait de chaque vision d'elle, de chaque écho de sa grâce ou de son intelligence. Elle ne voyait pas une jeune femme. Elle ne voyait qu'un poison, une mauvaise herbe dans son jardin, et elle attendait, sans le savoir, la saison pour l'arracher jusqu'à la racine. Un matin, une joyeuse nouvelle arriva, portée par des marchands et des musiciens. Le prince Hugo, fils aîné du puissant royaume d'Outre-Niger, venait pour une visite de courtoisie. Le palais bourdonnait comme une ruche frappée par un bâton. Les métiers à tisser travaillaient jour et nuit, créant de nouvelles étoffes de la couleur du ciel au crépuscule. Les cuisines royales fumaient de l'odeur des viandes rôties et des huiles épicées. Pour la reine Amaka, c'était plus qu'une visite, c'était un destin qui attendait d'être scellé. Le prince Hugo était renommé, fort, intelligent et célibataire. Son Adora, son joyau radieux, était en âge de se marier. L'union était aussi naturelle et juste que la rivière coulant vers la mer. Elle l'imaginait déjà, sa fille, reine de l'autre côté du fleuve, assurant une alliance qui résonnerait à travers les générations. Elle polit Adora comme une pierre précieuse, l'entraînant sur les salutations, le rire, l'inclinaison gracieuse de la tête. Le prince Hugo arriva au son des tambours et à l'éclat des lances. Il était grand, doté d'un regard vif et observateur qui ne laissait rien passer. Un grand festin fut organisé dans la cour principale, sous le fromager. La princesse Adora entra comme une vision drapée d'indigo et d'argent, son sourire travaillé et parfait. Elle exécuta une danse de bienvenue, ses pas légers comme des pétales tombants. La cour applaudit. Le prince Hugo inclina la tête, son sourire poli et appréciateur. Le cœur d'Amaka se gonfla de fierté. Mais un prince ne peut passer toute la soirée assis sur un trône. Ennuyé par les discours formels, Hugo s'excusa pour prendre l'air. Il ira vers les cours plus calmes de l'Est, où flottait l'odeur lourde du jasmin de nuit. Là, près du puits, il entendit une voix basse et mélodique chanter une chanson de semaille dont il se souvenait depuis son enfance. Il tourna à l'angle d'un mur et la vit. C'était la servante, Ojeki. Elle puisait de l'eau, le dos tourné,
les muscles de ses bras bougeant avec souplesse. Une ecchymose jaunissante sur les bords était visible sur sa pommette. Elle se retourna, sentant sa présence, et interrompit son chant. Elle ne se tortilla pas de gêne et ne minauda pas. Elle le regarda simplement, attendant. « Cette chanson, dit Hugo, elle vient des terres de la rivière, près du village de ma mère. Comment la connaissez-vous? » « Ma grand-mère venait de là-bas, » répondit Ojeki. Sa voix était comme de l'eau claire sur des galets. Elle m'a appris que le sol là-bas est têtu, mais que si on lui chante quelque chose, il écoute. Il rit, d'un rire sincère. Ils parlèrent. Il l'interrogea sur la chanson, puis sur les jardins du palais, puis sur les routes commerciales dont elle avait entendu les cuisiniers discuter. Elle répondait avec un esprit et une perspicacité qui perçaient le protocole pour atteindre la vérité des choses. Elle le fit rire à nouveau avec une histoire astucieuse sur une chèvre têtue et le chapeau d'un chef. En sa présence, le poids de son titre s'envola. Il n'était plus un prince que l'on jaugeait, mais un homme ayant une conversation. Le lendemain, une audience formelle fut organisée pour que le prince Hugo rencontre la princesse Adora. Ils marchèrent dans les jardins royaux. Adora était charmante, parlant de poésie et de politique. Hugo était courtois, mais son esprit ne cessait de dériver vers l'observation fine et amusée que la servante avait faite sur le greffage des orangers. Comparée à l'étincelle directe d'Ojeki, la grâce répétée d'Adora semblait être une belle coquille vide. Le soir même, le prince Hugo demanda une audience privée avec le roi Shijindu. Le roi le reçut dans sa salle de conseil, s'attendant à parler de traités ou de commerce. Le prince Hugo s'inclina. « Grand roi, votre hospitalité est un feu chaleureux par une nuit froide. J'ai été honoré par votre accueil et frappé par la grâce de votre maison. » Le roi Shijindu hocha la tête, attendant la suite. « C'est avec un grand respect, » continua Hugo d'une voix ferme, « que je dois dire une vérité du cœur. J'ai rencontré votre fille, la princesse Adora. Elle est la fleur du royaume, mais mon esprit a été capturé par une autre. » Il prit une inspiration profonde. « Je souhaite courtiser, avec votre permission, la servante nommée Ojeki. C'est avec elle que je souhaite bâtir mon avenir. » Le silence dans la salle fut absolu. Le roi Shijindu fixa le prince, son esprit luttant pour réorganiser le monde. Un prince choisissant une servante plutôt qu'une princesse. C'était inouï. C'était un affront. C'était incompréhensible. La nouvelle, bien sûr, ne resta pas dans la chambre. Elle s'envola, tel un oiseau de scandale crièrent, vers les quartiers de la reine. Amaka était devant son miroir quand Adora fit irruption, le visage taché par des larmes de fureur. Il a choisi la servante. Il veut la domestique. Les mots n'avaient aucun sens. C'était le langage du chaos. Puis le roi entra, le visage grave, et confirma la nouvelle. Un feu, froid et livide, s'alluma dans la poitrine d'Amaka. Il consuma la raison, ne laissant qu'une jalousie primaire et tordue. Ce n'était pas seulement une insulte faite à sa fille. C'était la mauvaise herbe de la forêt qui s'étirait pour étrangler la fleur de soie du jardin du palais. C'était Ojeki, la provocatrice, volant l'avenir qui appartenait à son Adora. La haine soigneusement entretenue éclata en une colère ardente et dévorante. Cette nuit-là, alors que le palais dormait sous une lune indifférente, le cœur de la reine était un tambour de guerre, ne battant qu'un seul nom, Ojeki. La lune n'était qu'un éclat d'os pris dans le velours noir du ciel. Dans le palais silencieux, seule la reine bougeait, ombre enveloppée dans un pagne sombre, ses pieds ne faisant aucun bruit sur la terre battue. Le feu dans sa poitrine s'était refroidi pour devenir un diamant de détermination, dur et tranchant. La hutte de la servante, à la lisière de l'enceinte, était sombre. Amaka ne frappa pas. Elle poussa la porte en bois qui gémit sur ses gonds. Ojeki se redressa sur sa natte, tiré en sursaut d'un sommeil léger. Le faible éclat de lune traversant la fenêtre saisit l'alarme dans ses yeux, puis le prompt durcissement en un défi las. « Vous !» La voix d'Amaka était un sifflement bas qui remplissait l'espace exigu. « Tu penses pouvoir grimper de la poussière jusqu'au trône? Passer de l'herbe à la grâce? Tu penses que ta langue habile et tes ruses de villageoise peuvent voler ce qui appartient à ma fille? » Ojeki se leva. « Je n'ai rien volé, grande reine. Le choix du prince Hugo est le sien. Je ne l'ai pas cherché. » Mensonge. Le mot claqua comme un fouet. Toi, avec tes chansons et tes sourires, tu l'as séduit, sachant qu'il était destiné à Adora. Toi, il moins que rien, et personne n'ose lever les yeux au-dessus de son rang. La fureur contenue tout au long de la soirée rompit sa laisse. Amaka s'élança,
sa main frappant Ojeki sur la même joue qu'elle avait déjà frappé. Ojeki vacilla mais ne tomba pas. Ce n'est pas un crime d'être vu. C'est un crime d'être Théoi, hurla Amaka, sa façade royale volant en mille éclats de méchanceté maternelle brute. Elle saisit l'encolure de la chemise d'Ojeki. Un bruit de déchirure retentit, fort dans l'étroitesse de la hutte. Elle poussa la jeune fille en arrière. « Tu es une maladie dans ma maison. » Elle était sur elle alors, non pas comme une reine punissant une servante, mais comme une femme possédée par une rage sauvage. Ses poings n'étaient pas élégants, c'étaient des instruments de jalousie contondants. Elle frappa l'épaule d'Ojeki, son bras, la maudissant, maudissant le jour où elle était venue, maudissant la fierté dans ses yeux qui refusaient de s'éteindre, même maintenant. Le tumulte, les coups sourds, le tissu déchiré et les cris gutturaux percèrent le calme de la nuit. Le roi Shijindu, rentrant tard de sa promenade nocturne, s'arrêta dans la cour centrale. Un froncement de sourcils marqua son front. Il suivit le son, ses gardes sur ses talons, jusqu'à la source, la hutte de la servante. Il poussa la porte toute grande. La scène se figea. Sa reine, les cheveux ébouriffés, le visage déformé par une haine qu'il n'avait jamais vue, se tenait au-dessus de la servante recroquevillée. La robe d'Ojeki était déchirée à l'épaule, révélant une peau lisse déjà marquée par les traces rouges de la violence. La main d'Amaka était levée pour un autre coup. « Amaka !» La voix du roi, d'ordinaire si calme, résonna avec un tonnerre qui fit trembler les murs. La reine fit volte-face dans la lumière soudaine des torchers des gardes derrière lui. Il vit son visage se transformer. La rage s'évapora, remplacée par une terreur visqueuse et froide. Elle se vit reflétée dans ses yeux horrifiés. Non pas la reine gracieuse, mais un monstre dans le noir. « Mon roi, ce n'est pas elle, elle m'a attaqué. » Le mensonge sortit, fragile et désespéré. Elle fit un pas vers lui, ses mains gesticulant sauvagement, cherchant à expliquer, à couvrir la vérité nue de sa cruauté. « Cette fille méchante !» complota-t-elle, ses yeux le suppliant, tout en se tournant vers Ojeki, qui remontait lentement son vêtement déchiré, son corps tremblant non pas de peur, mais d'une immense honte. Et là, c'est arrivé. Alors qu'Ojeki bougeait, le tissu déchiré retomba de son omoplate droite. Clairement visible à la lueur vacillante des torchers, il y avait une marque. Pas un bleu du haut cou, mais une tache de naissance, de la couleur du vieux vin, à la forme indéniable. Un petit croissant de lune parfait, couché sur le côté. Le souffle quitta le corps d'Amaka comme si elle avait reçu un coup de pied. Le monde se dissout, la hutte, le roi, les gardes, tout se fondit dans un flot rugissant. Il ne restait que la marque, et sa marque, celle qu'elle avait tracée sur sa propre épaule 1000 fois durant son enfance. Celle devant laquelle la vieille sage-femme, Mama Afet, avait eu un hoquet de surprise en plaçant le nouveau-né mouillé et braillant sur sa poitrine, toutes ces années auparavant. « Regarde » avait chuchoté Mama Afet. « Elle porte ta propre signature. La même tache de naissance. La promesse de la lune. » Un son commença à monter du plus profond des entrailles d'Amaka, un bruit d'animal blessé qui se fraya un chemin à travers sa gorge. Ce fut un hurlement d'une agonie absolue, capable de briser l'univers. Ses jambes se dérobèrent. Elle s'effondra sur le sol de terre battue de la hutte, non pas en reine, mais comme un vase brisé. « Mon, s'étouffa-t-elle, ses doigts griffant la terre. Les mots ne venaient pas. La vérité était une montagne qui l'écrasait. Elle ne pouvait que pointer un doigt tremblant et accusateur vers sa propre épaule, puis vers la marque sur celle d'Ojeki, ses yeux écarquillés par une horreur plus profonde que la mort. Elle prit une inspiration saccadée, un frisson qui semblait lui arracher l'âme. Et l'histoire, la vraie histoire, jaillit d'elle dans un torrent de confessions et de sanglots. La rivière, la faim, les pleurs qui ne s'arrêtaient pas. La mousse à la lisière de la forêt. J'ai laissé ma fille là-bas. J'y ai laissé mon cœur. Chaque mot était une pierre tombant dans la hutte silencieuse. Elle bafouilla au sujet de Jadena, de ses Santari, de la vieille femme qui s'était éloignée avec un fardeau dans les bras. Son regard, noyé de larmes, ne quittait pas la tache de naissance sur l'épaule de la jeune fille qu'elle venait de battre. Le roi restait rigide, la main figée sur le chambranle de la porte. L'éclair dans ses yeux n'était pas de la politique ou de la honte, mais une trahison personnelle profonde. Comment a-t-elle pu abandonner son propre enfant? Ojeki avait cessé de trembler. Elle se tenait immobile, sa main se levant lentement pour toucher le croissant de lune sur sa peau, comme si elle le sentait pour la première fois. Le défi avait disparu,
remplacé par un cataclysme de compréhension naissant. La femme qui l'avait haï sans cause, qui venait de l'accabler de coups, était la source même de sa vie. Le vide de l'absence maternelle, qu'elle portait silencieusement depuis 16 ans, avait soudain un visage déformé par la haine, et maintenant par une douleur inimaginable. Comment peut-elle être la mère que j'ai à la fois désirée et détestée? Pensa Ojeki. À l'extérieur, près de l'entrée, la princesse Adora porta la main à sa bouche. Elle avait suivi le bruit, attirée par ces sons terribles. Elle entendit la confession hurlée de sa mère. Elle vit la marque sur l'épaule de la servante, identique à celle qu'elle avait vue 1000 fois sur sa mère. La fille qu'elle avait enviée, méprisée et frappée n'était pas une rivale. C'était une pièce manquante. Un fantôme d'une histoire qu'elle n'avait jamais su être la sienne. La fille que je haïssais s'avère être ma sœur aînée, pensa-t-elle. Dans la poussière, la reine Amaka pleurait. Les murs de son palais si soigneusement bâtis n'étaient plus que cendres autour d'elle, révélant la femme hantée et vide qui avait toujours vécu en son centre. Le silence qui suivit la confession n'était pas vide. Il était épais, pesant, une créature vivante qui expulsait l'air de la hutte. Il était tissé du choc du roi, de la compréhension brisée d'Ojeki et de l'horreur naissante d'Adora. Le roi Shigendu fut le premier à bouger. Il n'alla pas vers son épouse éplorée au sol. Ses pas, lents et lourds, le portèrent vers Ojeki. Il la regarda vraiment au-delà de la chemise de servante et de l'échymose. Il vit la forme de ses yeux, les yeux d'Amaka. Il vit cette dignité tranquille qui avait attiré le prince Hugo, une force qui n'était pas née entre les murs d'un palais. Son propre cœur, empli de fureur un instant plus tôt, se fendit d'une douleur plus profonde. Il avait régné avec justice, et pourtant l'injustice avait dormi sous son propre toit sous les traits de sa propre fille ignorée. « Laissez-nous, dit-il aux gardes, sa voix comme un raclement sourd. Vous tous, fermez la porte. » Quand ils furent seuls, le roi, la reine brisée, la servante qui était une princesse, et Adora à la porte, le monde s'était déjà arrêté pour renaître en quelque chose de brut et de terrible. Amaka ne pouvait pas lever la tête. Ses sanglots étaient secs désormais, de grands sursauts convulsifs qui semblaient lui déchirer les os. « Je suis maudite. La rivière avait raison. Je n'apporte que la ruine. » Ojeki bougea enfin. Elle ramena son vêtement déchiré sur le croissant de lune. Un geste non de pudeur, mais pour sceller une révélation trop vaste pour être supportée. Sa voix, quand elle s'éleva, était d'un calme effrayant, comme une eau stagnante sur un gouffre profond et froid. La vieille femme qui m'a trouvée était gentille. Elle m'a dit que j'étais un cadeau laissé par les esprits. Elle ne m'a jamais laissé me sentir indésirable. Elle baissa les yeux vers Amaka. Jusqu'à ce que je vienne ici. Les mots furent un dernier coup précis. Amaka tressaillit comme si elle était frappée à nouveau. « Mère » murmura Adora depuis le seuil. Elle entra, le visage pâle. Elle regarda Ojeki. « Ma sœur » Le mot était étrange sur sa langue, une clé tournant dans une serrure dont elle ignorait l'existence. La jalousie, la gifle, les années de privilèges exclusifs se muèrent dans son estomac en une honte profonde et écœurante. Le roi Shigendu retrouva sa voix royale, mais tempérée par un chagrin de père. « Amaka, dit-il, tu as commis de grands torts. L'un dans un moment de faim désespérée il y a longtemps, l'autre dans un moment d'orgueil cruel ce soir. Le premier était un secret qui t'a empoisonné. Le second est une violence qui nous déshonore tous. » Il se tourna vers Ojeki. « Enfant, tu ne dois rien à cette maison. Ni obéissance, ni pardon. La vie qu'on t'a donnée t'a été reprise. La vie que tu as bâtie a été attaquée. Le choix de la suite t'appartient à toi seul. » Ojeki regarda l'homme qui était son père selon la loi et son roi, mais pas son père. Elle regarda la jeune fille qui était sa sœur et son bourreau. Enfin, son regard se posa sur la femme prostrée au sol, sa mère. Le désir et la haine se battaient en elle, une tempête sans accalmie. « Je ne peux pas rester ici, » dit Ojeki, la vérité la quittant comme un souffle retenu depuis 16 ans. « Cette hutte, ce palais, c'est un lieu de douleur pour moi désormais. Le prince Hugo a vu une femme ici. Je n'ai jamais été qu'une servante ou un fantôme. » Elle marcha vers la porte, marquant une pause devant Adora. Les deux filles, élevées dans des mondes différents, liées par le sang, se regardèrent. Aucun mot ne fut échangé, seulement la reconnaissance d'une histoire commune et brisée. Ojeki quitta la hutte. Elle n'alla pas vers le quartier des domestiques. Elle traversa les cours silencieuses, passa devant le jasmin de nuit, la tête haute,
avec cette même fierté qu'elle avait portée durant la flagellation, et se dirigea vers les portes extérieures. Depuis le sol, Amaka laissa échapper un cri étouffé. « Mon enfant !» Mais il était trop tard. Ce titre était un plaidoyer, pas un droit qu'elle avait mérité. Le roi Shijindu aida sa femme à se relever. Il n'y avait aucun réconfort dans son geste, seulement une fermeté sombre. « Ton châtiment, Amaka, n'est pas à moi de te le donner. C'est la vie que tu dois maintenant mener, sachant ce que tu as fait, et voyant le vide là où elle aurait dû être. » L'histoire ne s'est pas terminée par un festin de retrouvailles. Le prince Hugo, informé de la vérité, ne vacilla pas dans son choix. Il trouva Ojeki non pas au palais, mais au carrefour au-delà de la cité. À l'aube, il ne lui offrit pas sa pitié, mais un partenariat. Elle partit avec lui, non comme une servante fugitive, mais comme une femme de valeur, vers un royaume où son passé n'était pas une entrave. Au palais, Adora devint calme et pensive. La princesse gâtée commença à visiter les villages avec les médecins royaux. Son envie se transforma en un besoin de servir. Et Amaka, la reine, siégeait toujours sur son trône, mais l'or semblait froid contre sa peau. Elle avait une fille qui la regardait avec des yeux nouveaux et incertains, et une fille qui était partie. Elle passait ses journées au sanctuaire du palais, non pas pour prier les dieux, mais pour s'asseoir en silence, prenant le poids d'un seul choix désespéré et le goût amer d'une haine qui s'était retournée contre sa propre source pour la consumeur. La morale de cette histoire est la suivante. Un enfant n'est pas un chapitre que l'on peut arracher en espérant que le récit ne s'en souviendra jamais. Le passé est une ombre qui marche toujours derrière vous. Deuxièmement, la graine de haine que vous plantez peut un jour devenir un arbre dont vous serez forcé de manger les fruits. Prenez garde à ce que vous nourrissez dans votre cœur. Sachez aussi que la vraie noblesse n'est pas dans le sang, mais dans la main qui aide et le cœur qui cherche à réparer ce qui est brisé. Le prince Hugo l'a vu. Le roi l'a appris. Cependant, parfois, le pardon est un chemin trop long à parcourir. La plupart du temps, la seule paix se trouve en s'éloignant et en apprenant à vivre vraiment avec ce que l'on a fait.